20h04. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre à 20h05. S'il y en a qui viennent en cours, Sophie, elle leur donnera l'accès donc, à la visio. Et ce que je propose en préambule, c'est que comme Sophie est l'élu en charge, on va dire, du handicap au sein de la fédération, donc qu'elle fasse quelques petits mots d'ouverture. Et puis ensuite, on enchaînera dans le vif du sujet, puisqu'il y a quand même un peu de densité. Voilà, on parlera, vous allez voir un petit peu, parce que quand on parle de personnes en situation de handicap, il faut essayer de découvrir le handicap et on va essayer de balayer tout ça pour que justement on puisse avoir plus de connaissances pour pouvoir mieux agir vis-à-vis de ce public-là. Voilà. Donc Sophie, à toi la parole. Oui, bonsoir d'abord. Merci à tous qui sont là. Donc, moi, je m'appelle Sophie Héridia, je suis membre du comité directeur. Effectivement, j'ai en charge le suivi du développement de l'accueil des personnes en situation de handicap dans nos associations, parce que nous pensons que c'est un public vers lequel il faut aussi se tourner si on veut mettre en valeur le projet éducatif et l'esprit d'ouverture et d'accueil de nos associations. Effectivement, le sujet est assez vaste, donc en 1 heure, on a dû faire quelques choix pour ce premier webinaire. Je remercie Gérard déjà qui a effectué un gros travail de préparation. Et je pense qu'il va vous proposer donc, les outils que la fédération met en place et les outils que met aussi en place les différentes fédérations et services nationaux, je dirais services publics, pour nous accompagner dans cet accueil et essayer de lever les barrières tant techniques, les interrogations qu'on peut se poser et puis peut-être quelques solutions financières à l'approche des demandes de subventions, notamment dans le cadre du PSF. Voilà, je ne vais pas faire trop long parce qu'on a très peu de temps. Donc, Gérard, je te laisse la parole. Il y aura quelques questions peut-être à la fin aussi. On ne t'entend plus. Gérard, ton micro. Gérard, tu parles, mais il parle tout seul, je crois. Gérard, ton micro. Alors, comment on va lui dire ? Voilà, il ne se débloquait pas, mais bon, ça y est. On va commencer au début. Oui, je disais qu'effectivement, on va aborder différents types de handicap, puisqu'il faut avoir, je crois aussi, pour pouvoir se positionner, avoir une connaissance voilà, et de découvrir le handicap. Donc, effectivement, les personnes en handicap, c'est on va dire, un public qui est spécifique, bien évidemment, mais si on regarde notre projet éducatif au sein de la fédération, d'accord, avec l'ouverture, donc c'est-à-dire la fédération n'a pas vocation, je dirais, à refuser du monde et effectivement, donc, les personnes en situation de handicap ont droit à une pratique d'activités sportives, socio-éducatives, culturelles, au même titre que tout à chacun. Voilà, donc je crois que ça s'inscrit réellement dans l'ADN de la fédération, de par, on va dire, sa tradition. Elle vient, tout le monde le connaît, les patronages de France, donc ça fait partie de son ADN. Voilà. Donc l'inclusion, c'est s'ouvrir justement à un public qui n'aurait pas forcément la possibilité de pratiquer. Et je crois qu'il faut qu'on sensibilise nos associations à s'ouvrir vis-à-vis de ce public. Beaucoup d'associations le font, mais pas assez à mon goût et à notre goût, je pense que c'est partagé. Et je crois que voilà, cet instant inclusion est fait pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Alors, est-ce que j'y arrive ? Je ne sais pas. Voilà. Alors, je vous propose, moi, de découvrir le handicap dans un premier temps. Ensuite, de voir avec le guide d'accueil des personnes en situation de handicap qui est sur le site de la fédération, mais je vous ai mis les liens aussi. D'accord, dans un deuxième temps. Un troisième temps, on abordera le dispositif d'auxiliaire de vie associative, d'accord, le fameux dispositif AVA, connu sous cet acronyme. Et ensuite, comment, en tant qu'association, se référencer ou comment démarcher des établissements sanitaires et sociaux. Et dans un cinquième temps, on passera aux questions. Voilà. Donc, on va essayer de respecter le timing et d'enchaîner. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'avoir une définition claire du handicap
Et donc, ce qui me paraît, moi, intéressant, c'est d'avoir cette définition que nous propose la loi du 11 février 2005 et que je vais vous lire tout simplement. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, ou d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, on peut être une personne en situation de handicap suite à un événement, un accident, un traumatisme, une malchance. Ça peut être inné, ça peut être avant la naissance, mais ça peut être acquis aussi au cours de la vie. Et on verra dans les statistiques qu'il y a quand même aussi des choses qui sont plus, on verra à partir de 16 ans, mais je ne vous en dis pas plus. Et on va faire la différence entre pathologie, déficience, handicap et incapacité aussi. Voilà. Donc, sans plus d'attente, découvrir le handicap, il faut le lire de manière… voilà. Alors, les origines, on les a indiquées, malformation congénitale, maladie, accident, guerre, voilà, ça peut être… Ensuite, il faut le lire en lésion de l'audition, déficience auditive, incapacité, difficulté à entendre, de ce fait à parler, etc., par rapport à l'audition. Donc, tout ça, on va le voir et je voudrais, moi, aborder donc, les différents types de handicap, même si il faut, sur l'auditif, bon, qu'on soit clair, c'est… le handicap auditif, il couvre de multiples situations qui peuvent aller d'une légère déficience auditive à une surdité totale. D'accord ? Et là, dans ce cas-là, il s'agit d'un handicap qui est invisible. Donc, voilà. Donc, effectivement, ça conditionne le mode de communication et souvent, on a le langage des signes où c'est on écrit les choses, mais voilà, on est dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est aussi… Pour finir. Ensuite, dans le handicap visuel, et donc qu'on voit dans la deuxième slide, lésion de la vue avec déficience visuelle, incapacité à voir, etc. Donc, le handicap visuel, ça regroupe les cécités et les déficiences d'acuité visuelle, ainsi que les troubles de la vision, le champ visuel, les couleurs, voilà, donc tout ce qui est sur l'aspect visuel. Ensuite, on a les déficiences intellectuelles qui regroupent les handicaps mentaux et cognitifs. Ils se caractérisent plus par des difficultés plus ou moins importantes de réflexion, de conception, de communication et de décision. Voilà. Ensuite, on est sur handicap moteur, consécutif à une maladie, pardon, je change de registre. Donc voilà, ce sont tous les maladies de pathologie chronique qui empêchent, on va dire, une personne, souvent qui entraîne une fatigabilité plus importante. Donc toutes les maladies invalidantes de type diabète, de type cardio-respiratoire, et effectivement, j'ai zappé les déficiences psychiques qui sont tout ce qui est maladie. Donc là, intellectuellement, il n'y a pas de difficulté, mais c'est tout ce qui est maladie, on va dire, genre schizophrénie, voilà, donc qui effectivement oblige une difficulté, on va dire, à percevoir les choses et à les interpréter d'une manière différente de quelqu'un qui serait valide. Voilà. Donc, ensuite, tout ce qui est déficience, handicap moteur, qui va surtout être en lien avec, on va dire, la limitation plus ou moins grave de la faculté de se déplacer, de se mouvoir. Voilà. Donc, deuxième slide. Donc là, on va effectivement avoir vraiment les incapacités. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était la différence entre l'handicap et l'incapacité. Donc l'incapacité pour un handicap moteur, c'est de se déplacer, de changer de position. Donc je crois qu'il est important d'avoir ces connaissances. Là, effectivement, c'est assez fastidieux. Mais si on se lance dans une association en disant, parce que vous allez voir que plus tard on verra le handi-guide des sports, il faut se positionner sur quel type de handicap on est en capacité d'accueillir au sein de l'association. Donc il est important d'avoir au moins un minimum d'éléments sur les typologies de handicap.
Donc voilà, sur le handicap moteur, je crois que là, c'est celui qui parle à tout le monde. Ensuite, en 2, l'handicap visuel, je crois qu'aussi, voilà, c'est quelque chose qui est invisible. Donc, il faut, vis-à-vis de l'association, si on est dans ce registre-là, être en capacité d'écrire les choses ou d'être aidé par quelqu'un qui maîtrise le langage des signes, etc. Donc, voilà, on peut communiquer et c'est relativement, on va dire, facile, on va dire, dans ce cas de figure-là. L'auditif, donc, effectivement, quelqu'un qui va du malentendant à la surdité totale, effectivement, donc on est plutôt sur effectivement ce qu'on appelle le visuel, alors que oui, sur tout ce qui se permet on va dire, de communiquer avec des schémas, etc., puisque la vue est bien là pour pouvoir pallier. En revanche, on voit bien que le handicap visuel, on est plutôt sur le sonore, hein, d'accord, tout à l'heure. Donc, c'est tout ce qui est… Donc, il entend, donc effectivement, donc, il faut plutôt quelqu'un qui l'aide à se guider dans l'association. Voilà. Donc, ensuite, tout ce qui est handicap mental, cognitif, où on est plutôt dans les problèmes comment dire, de compréhension. Donc là, effectivement, on a affaire à des gens qui ont du mal à fixer leur attention, du mal à acquérir des connaissances ou des compétences, parce qu'effectivement, sur le plan mental, ça peut avoir des conséquences aussi sur la gestuelle, sur les mouvements. Donc voilà, à se repérer dans l'espace. Donc voilà, donc tout ça, je crois qu'il faut avoir une connaissance minimale. Alors, le handicap psychique, ce sont effectivement tout ce qu'on a tout à l'heure évoqué sur les plans de maladies, de schizophrénie, addiction. Parfois, ce sont des dépressions, parfois, c'est d'autres symptômes, je dirais, ou des troubles bipolaires, par exemple, qui peuvent être dans ce cas-là. Donc, je pense que là, c'est tout ce qui est recommandé, c'est surtout d'être attentif, à l'écoute. Et la règle d'or, c'est de ne pas bousculer, de plutôt être patient et on va dire, bienveillant en faveur de ces personnes-là. Voilà. Et puis, il y a tout ce qui est handicap consécutif à une maladie invalidante, on l'a dit, donc comme des maladies comme le diabète, effectivement, comme d'autres maladies de cet ordre cardio-respiratoire, où effectivement, il est de plus en plus difficile de se déplacer, de supporter un effort, ou de maintenir un effort. Et donc là, il est automatiquement, je dirais, quand on propose des activités sportives, de s'adapter et vraiment, et dans tous les cas de figure, c'est vraiment la règle d'or, c'est d'avoir du bon sens et de s'adapter à la personne en étant bienveillant sur… voilà, ne pas trop surélever les capacités de la personne et être plutôt en dessous. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Donc, la différence entre, là, vous l'avez écrit, entre pathologie, déficience, handicap. Donc, on voit bien que la pathologie, c'est l'étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Donc là, on a une maladie et donc on a les incapacités qui sont indiquées, donc ce qui permet un repère. La déficience, c'est l'altération d'une fonction. L'handicap, c'est les limitations subies. Et donc, l'incapacité, ça décrit ces limitations. Voilà. Donc, l'incapacité, la définition, c'est donc toute réduction partielle ou totale résultant d'une déficience de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans des limites considérées comme normales pour un être humain, donc tout ce qui est l'aspect fonctionnel. En simplifiant, c'est l'impossibilité de vivre normalement à cause d'une déficience ou d'une maladie. Donc, bon, il faut savoir qu'il y a par rapport aux gens qui sont, des personnes qui sont sur son handicap, qu'il y a bien sûr une évaluation par des experts de ces incapacités. Voilà, donc elles sont, on va dire, évaluées par des experts, par des médecins qui sont des spécialistes de ces déficiences. Voilà. Très bien, donc découvrir le handicap, donc c'est pour moi donc, être en capacité de comprendre ses désavantages. Donc, pour nous, dans notre cas de figure, c'est dans la vie sociale. Bon, ça peut être aussi dans la vie professionnelle, mais dans le cadre associatif, c'est dans cette vie sociale, dans cette vie associative, c'est essayer de prendre en compte, par l'utilisation de moyens techniques ou d'aide humaine, ou de mobilisation technique ou de matériel spécifique, de façon à pouvoir adapter des activités sportives, de loisirs et culturels à la personne qui vient frapper à la porte de nos associations. Alors, quelques chiffres quand même qui me paraissent hyper intéressants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap, 15% de la population aujourd'hui en France présente un handicap durable et permanent. Ce sont des chiffres de l'INSEE.
20% de cette même population a un handicap de manière temporaire, ce qui fait qu'au total, on a 35% de la population française qui se retrouve en situation de handicap à un moment donné. Donc là aussi, c'est pas rien, ça veut dire aussi qu'il y a quand même aussi une population qui peut être en demande et qu'il y a aussi une offre qui peut être effectuée en destination de ces personnes aussi pour nos associations. Voilà. Alors, 85% des handicaps surviennent à l'âge adulte, c'est-à-dire après 16 ans. Donc, dans les 15%, voilà. Donc, c'est 85% de ces 15% qui arrivent après 16 ans. Et 80% des handicaps sont invisibles. Donc, voilà. Donc, ça, c'est aussi une information qui est intéressante pour qu'on puisse, on va dire, c'est pas parce que quelqu'un vient et paraît tout à fait valide qu'il n'a pas forcément un handicap. Donc, je crois qu'il faut qu'il pousse la porte, il explique son handicap et que nous, on soit aussi en mesure d'avoir les connaissances pour comprendre mieux les personnes en situation de handicap et le handicap tout court. Voilà. Alors, il faut aussi comprendre une chose, c'est que ces personnes qui sont en situation de handicap, elles subissent quelque part une discrimination puisque souvent, voilà, dans la plupart des cas, c'est une exclusion sociale, il y a un rejet puisque voilà, elles sont pas, on va dire, c'est ce qui fait un petit peu, on va dire, la différence fait peur. Et au contraire, je crois qu'on est tous différents et que la singularité de chaque personne devrait l'emporter. Donc, ce qui crée quand même un rejet et un isolement et donc effectivement une sédentarité, c'est-à-dire une participation à la vie associative, sportive ou des loisirs qui est bien en dessous, ce qui est quand même invalidant pour la personne puisqu'elle peut avoir une baisse de ses capacités physiques et mentales, pardon, un problème de souris. Voilà, donc, effectivement, donc une perte d'autonomie, donc une capacité à être autonome qui est moindre, et donc une dépendance aux autres qui est de plus en plus importante, alors qu'on pourrait, si on était dans une pratique invalide, permettre, en prenant en compte cette singularité, cette différence, leur permettre de bien vivre et de profiter exactement des bienfaits de la pratique physique ou bien sûr culturelle dans le cas où une personne est plutôt attirée sur les activités culturelles. Voilà. Donc, aujourd'hui, au sein de la fédération, pour justement, on va dire, comment dire, aider nos associations, alors on pourra peut-être partager, on va dire, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je pense qu'on va peut-être faire, j'ai mis un lien, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver à partager et vous montrer le guide d'accueil des personnes en situation de handicap de la FSCF, qui est construit sur 3 axes. Les fondamentaux, c'est revoir un petit peu tout ce que je vous ai expliqué sur le handicap avec une définition, avec les différents acteurs, bien sûr, qui sont en lien avec le handicap. Donc, on va parler bien sûr de la MDPH, la Maison départementale de la personne en situation de handicap, des acteurs, bien sûr, sportifs comme le CPSF, Comité paralympique sportif français, bien sûr des bienfaits de l'activité, mais ça, on en est tous persuadés puisqu'on est là dans cette visio, l'activité, bien sûr, sportive, de loisirs ou culturelle pour ces personnes-là. L'accessibilité, c'est essayer de pallier, d'enlever tous les freins justement qui vont permettre d'accueillir ces personnes au sein de nos associations, c'est-à-dire effectivement par exemple le transport, souvent il faut se déplacer pour aller à l'association, comme par exemple l'encadrement qui peut avoir à un moment donné des craintes et donc avoir une formation complémentaire, ou par exemple aussi le coût, ça peut être aussi un problème financier, le coût de la cotisation, et donc il faudrait qu'on soit en capacité de s'adapter par rapport à ce public-là, et effectivement de peut-être le côté peur, c'est-à-dire tout ce qui est représentation du handicap et de ce que cela suppose. Et ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est aspect réglementaire, qui est par exemple l'encadrement, qu'est-ce qu'on a le droit de faire quand on va dans un établissement, quand on accueille, est-ce qu'on peut faire avec un diplôme fédéral, avec un diplôme professionnel, et ensuite il y a effectivement, et on va l'aborder ça, tout ce qui est bien sûr auxiliaire de vie associative, c'est-à-dire le dispositif qui a été développé par la fédération via des financements de la Fondation de France et de l'ANS, et qui s'appelle les auxiliaires de vie associative et l'AVA, et dont une partie aussi, Forme Plus, rejoint quand même ce que j'ai dit tout à l'heure, les maladies invalidantes, c'est-à-dire tout ce qui est pathologie chronique,
et donc qui s'inscrit là-dedans. Donc, alors, est-ce que, je ne sais pas, il faut peut-être que j'arrête de partager, mais je pense qu'il va falloir que je partage notre écran. Alors, puisque je pense que je ne suis pas sur le bon écran. Un petit peu. Alors, j'ai un timing. Il faut que j'aille sur le site de la fédération pour le partager. Alors, parce qu'en ayant fait le partage, il ne se lance pas. Alors, non. Non. Bon. Alors. Le lien n'est pas correct, Gérard. Pardon ? Le lien n'est pas tout à fait correct. Pardon ? Le lien n'est pas correct. Alors, peut-être que... Betty a mis un autre lien dans la conversation. Ouais, je vais... Attends, guide FSCF. Je vais l'ouvrir directement. Alors, peut-être que j'ai mal écrit. Possible. Bon, alors, voilà, il est là. Je peux partager si tu veux, Gérard. Ouais, alors, voilà, normalement, handicap, il est là. Voilà, vous le voyez. Voilà. Ce qui défile devant vous. C'est bon, oui, merci. Voilà. Donc, c'était la fiche que je vous ai présentée. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est de savoir que sur le site de la fédération, vous avez effectivement, vous retrouvez un petit peu tout ce qui a été plus ou moins présenté là, voilà, et qui vous permet de rebalayer, de revoir les choses et de voir les différents types de handicap, de prendre le temps de regarder, puisque effectivement, quand on regarde, quand on veut se recenser en tant qu'association accueillant un public voilà, en situation de handicap, il faut bien préciser quel type de handicap on souhaite accueillir. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir quand même une connaissance minimale des différentes typologies de handicap, si on peut, je peux m'exprimer ainsi, voilà, et de pouvoir aussi connaître les différents interlocuteurs, effectivement, institutionnels aussi, comme le conseil départemental et la MDPH, qui sont souvent des relais qui permettent, comment dire, à ces personnes d'avoir des aides et d'être reconnues et puis de pouvoir aussi pratiquer, puisqu'il y a, on va dire, des financements qui peuvent leur être attribués directement. Voilà. Et ensuite, vous avez bien évidemment tous les financements qui peuvent s'être attribués via le PSF, via le conseil régional. Je rappelle que ce public est prioritaire, que ce soit sur le conseil régional, le conseil départemental, au niveau de l'ANS, etc., au niveau de la DRAGES, y compris sur les emplois. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir ces connaissances. Donc là, vous avez toutes les informations, les bienfaits sur l'activité. Je balaye rapidement puisque voilà, on a voilà, les accessibilités dont je vous ai parlé, les freins d'accès par rapport à la pratique qui peuvent arriver au sein d'une association. Comment se référencer avec le HandiGuide des sports également, et tout ce qui est adaptation par rapport à l'activité. Effectivement, donc les activités que vous pouvez proposer, je rappelle que l'idée, c'est quand même de pouvoir avoir des activités où on s'adapte, où on a une évolution des situations. Et voilà. Et donc, je pense qu'il est bien d'avoir ces connaissances et effectivement tout ce qui est par rapport à l'encadrement, mais on va le voir. Bon, rapidement, voilà, pour vous dire, il y a un document qui peut vous aider et qui peut, à un moment donné, vous permettre de passer le pas pour accueillir des personnes en situation de handicap au sein de votre association. Voilà. Donc, ce que je disais, donc, voilà, il faut
quand on accueille ce public-là et qu'on a choisi sa discipline, voilà, avoir à l'esprit qu'il y a une adaptation matérielle. Si je prends un handicap visuel, effectivement, et que je prends le torbol, eh bien, effectivement, comme discipline qui est un genre voilà, on protège son embut de chaque côté avec trois concurrents de chaque côté, avec une hauteur pour lancer la balle. Et donc, on a effectivement un ballon à grelot qui va faire du bruit et qui permet voilà, à ceux qui ont un handicap visuel, effectivement, et qui sont parfois tous en cécité complète par rapport à cette discipline, eh bien, de pouvoir entendre où va la balle, où va le ballon et se positionner. Voilà. Donc, il y a aussi la boccia, c'est des genres de pétanque, etc. Et avec aussi des boules de pétanque qui font du bruit et qui sont sonores. Voilà. Donc, c'est pareil, on peut avoir aussi des sports de combat, du judo, où on vient s'agripper, etc. Mais il y a effectivement une situation des tapis de protection autour et de façon à pouvoir délimiter une aire de combat. Et une fois qu'ils tiennent, une fois qu'il y a la saisie, donc c'est le corps à corps et c'est les sensations, on va dire, kinesthésiques qui leur permet de s'orienter et de pratiquer. Voilà. Donc, effectivement, il faut être, on va dire, souple. Il faut adapter le règlement, le nombre de joueurs, les signaux visuels, sonores. Voilà, tout ça, je crois que ça fait partie de la panoplie, on va dire, au niveau de l'éducateur et au niveau du dirigeant. Voilà, il faut être en capacité de s'adapter. Voilà. Aménagement de l'espace, hauteur, tout ce qui est possible, les cibles, la distance. Voilà. Donc, tout ça pour dire, et l'auxiliaire de vie associative, ça fait partie de cette adaptation-là. C'est-à-dire qu'on doit être en capacité aussi de pouvoir prendre une personne, un bénévole, d'aller aussi peut-être, recruter, motiver des jeunes pour être un bénévole et pour pouvoir donner un peu de son temps. Alors, il ne s'agit pas d'être covéable à merci, mais ça peut être 1 heure par semaine, 2 heures. Alors, il faut, je crois, avoir une souplesse pour pouvoir avoir une aide, c'est-à-dire que ce soit le guidage pour les consignes, mais on le verra plus amplement plus tard. Voilà. Donc, les conseils pédagogiques, voilà, parce que la question se pose de la mixité, de mélanger les publics. Souvent, est-ce qu'il faut faire une section personnes en situation de handicap ou est-ce qu'on fait la mixité? Moi, je pense que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que plus on peut mélanger les publics, mieux c'est, quel que soit le handicap. Parce que je crois qu'à un moment donné, le handicap apporte aux valides et les valides aussi apportent aux personnes en situation de handicap parce qu'ils aiment bien à un moment donné aussi discuter avec d'autres personnes pour oublier leur handicap. Et voilà. Et je dirais, ça fait partie, je crois aussi, de leur permettre d'avoir du lien social, de tisser des relations sociales, des interactions sociales avec toutes les personnes. Voilà. Et donc, bien évidemment, c'est se former sur des règles techniques par rapport à une discipline particulière, mais s'adapter. Je crois aussi être en capacité, je dirais, d'envisager des variantes, des évolutions de situations pédagogiques, du bon sens et de l'adaptation. Voilà. Et bien évidemment, support visuel pour les consignes par rapport, je pense, aux malentendants, etc. Et organiser les règles de fonctionnement et s'y tenir, c'est pas vraiment facile puisque parfois ça demande d'être un peu rigoureux, mais je crois qu'il faut s'y tenir. Et puis, protocole anticipé en cas de problème, c'est un public fragile, fragilisé, il faut être en prévention, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je fais en cas de blessure? Voilà, comment je m'organise en une crise. Si j'ai un épileptique qui vient à la salle et qui a une crise à ce moment-là, j'ai aussi anticipé les choses. Donc, voilà, si on s'organise, les choses sont tout à fait différentes dans ces cas de figure-là. Bon, alors, l'offre en direction de ces publics, elle est de 2 ordres. On peut aussi être dans une stratégie d'aller offrir, pour aller démarcher des établissements médico-sociaux à l'extérieur du club, donc à proximité de l'association. On intervient dans une optique de découverte, d'initiation au sport santé. Donc là, on va vendre un service et on a aussi la possibilité, on le verra, d'utiliser le dispositif ES-MS Foi Club, qui est un dispositif qui est porté par le CPSF, le Comité paralympique sportif français. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, que j'y aille de mon plein gré en tant qu'association pour me faire connaître, je crois que dans un premier temps, il faut essayer d'aller
négocier une convention, de cadrer les modalités d'intervention, la collaboration, le rôle, l'organisation avec le personnel. Là aussi, la fédération peut vous accompagner en vous donnant des conventions types, d'accord, dans ce sens-là, parce que je crois que, alors, dans un premier temps, on peut très bien aller faire une séance pour faire découvrir, mais si ça plaît, et qu'on rentre dans un schéma où on va faire 12, 13, 14, 15 séances ou une vingtaine de séances ou alors 2 heures par semaine toute l'année, je crois qu'il faut cadrer les choses dans une convention voilà, qui lie l'établissement et l'association voilà, en disant le fonctionnement, l'organisation, parce que je crois que c'est aussi sécurisant pour l'association et pour l'établissement aussi. Voilà. Alors, on peut accueillir bien sûr, un groupe qui est issu d'un établissement médico-social au sein de l'association et donc on met en œuvre les conditions d'accueil par rapport à cette pratique, le matériel, le déplacement. Donc tout ça, ça doit être aussi dans une convention. Si c'est le déplacement, si c'est l'association qui va chercher les personnes sans handicap au sein d'établissements qui les ramène, donc ça soit lié, ou si c'est l'association qui vient avec voilà, comment dire, avec son minibus au sein de l'association. Donc voilà, donc tout ça, je pense que idem, ça doit être encadré aussi. Voilà. Donc, alors, je voulais vous parler du dispositif MS Club, qui est un dispositif qui est là pour le développement de la pratique des personnes sans handicap, voilà, puisque on s'était aperçu, enfin, le CPSF s'est aperçu qu'effectivement, on pouvait développer cette pratique, y compris dans les établissements médico-sociaux, et que souvent, ces établissements médico-sociaux étaient comment dire, un peu délaissés en termes de développement et que des personnes en handicap y étaient aussi dans cet établissement. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une convention qui permet, voilà, sous bien sûr l'égide du CPSF, à une association FSCF, d'accord, à un établissement, bien sûr, comment dire, spécialisé médico-social, voilà, qui, à un moment donné, n'a jamais eu d'intervention avec l'association en question, bien évidemment. D'accord, s'il y a eu déjà des conventions qui ont été faites par le passé, ben ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau. Donc, voilà, où il n'y a jamais eu de convention de ce type-là avec l'association au préalable. Et donc, on a la possibilité de faire, dans un premier temps, 15 actions ou 15 séances, et où il y a une subvention qui est donnée de 1 500 € pour faire ces 15 actions. D'accord ? Et ensuite, si ces actions sont pérennisées dans le temps, il y a un complément voilà, de 500 €. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans quel établissement. Donc, c'est un bénéfice, bien sûr, pour l'association, dans ce sens-là, parce qu'on va offrir un service. Mais c'est aussi de les faire venir, l'idée, dans un deuxième temps, dans l'association, et puis d'avoir tous ces établissements, comment dire, comme les ESAT, donc qui sont les établissements, les services d'aide à la personne, mais peut-être, je sais, est-ce que vous voyez mon écran là? Non? Est-ce que vous voyez le SMS c'est bon, hein. Ah oui, c'est bon. Bon. Donc voilà, donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Voilà, moi, il y a les référents, donc CPSF de chaque région. Donc vous êtes forcément dans une région. Vous l'appelez, vous leur dites, voilà, moi, je suis de telle ville. Voilà, je souhaiterais contractualiser et j'ai la possibilité de faire telle et telle discipline. Donc, il faut savoir au départ ce qu'on va faire. Et donc, ils vont vous mettre en relation avec un établissement. Voilà, et pour proposer vos actions et donc permettre à cette convention tripartite de vivre. Voilà. Donc ça me paraît comment dire, important de le savoir. Et alors, je reprends mon écran, mais il va falloir que je repartage puisque j'ai perdu le fil. Voilà. Voilà. Donc plusieurs établissements médico-sociaux, bon, des foyers de vie, des foyers d'accueil médicalisés. Donc ça, c'est tout un tas de noms, mais en fin de compte, ce qu'il faut y comprendre, c'est que soit vous avez des personnes qui sont majeures, et souvent dans les IME, ce sont, voilà, ou les ITEP, ce sont des mineurs, puisque ça concerne souvent les jeunes atteints d'autisme dans les médico-éducatifs.
et thérapeutique, éducatif et pédagogique aussi également. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a… alors, hop. Pourquoi ça ne veut pas fonctionner? Voilà. Hop, j'ai trop vite. Il faut savoir aussi, je pense que dans le milieu éducation nationale, il y a aussi des unités, ce qu'on appelle localisées d'inclusion scolaire. Donc voilà, et donc alors la CDAPH, c'est la Commission des droits de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est des termes qui sont propres à l'éducation nationale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces établissements, ces unités d'enseignement, je dirais en maternelle pour autisme, sont rattachés à des établissements médico-sociaux et qu'il est possible aussi de contractualiser dans cette convention que je parlais aussi tout à l'heure de SMS avec ces jeunes, pour ceux qui sont orientés vers tout ce qui est autisme ou troubles envahissants du développement. Voilà. Donc, et ces jeunes sont orientés, je vous dis, dans ces établissements par la MDPH. Pareil pour les unités d'enseignement élémentaire d'autisme, même chose. Donc, voilà, les accueils donc on voit d'un âge de 6 à 11 ans et de 3 à 6 ans. Donc, on peut, je dirais, quelqu'un qui fait l'éveil de l'enfant à la FSF, il peut très bien faire l'éveil de l'enfant, d'accord, au sein de ces établissements médico-sociaux, et ça serait même très enrichissant pour développer la motricité de chez eux, et donc un projet qui peut être intéressant, y compris aussi, je pense, pour les 6 à 11 ans. Donc, on peut allier à la fois l'éveil de l'enfant qu'on développe à la FSCF et au sein on va dire, d'une unité ou d'un établissement médico-social pour personnes en situation de handicap. Voilà. Ça, c'était le truc. Alors, bien sûr, quand on va dans ces établissements, il faut bien avoir à l'esprit qu'on y va avec un formateur, enfin un éducateur professionnel. D'accord ? Ce qui fait la différence entre un éducateur professionnel, c'est quelqu'un qui est diplômé. Et aujourd'hui, les gens qui sont diplômés, c'est tout ce qui est, bien sûr, dans le milieu associatif, les brevets d'éducateurs sportifs, les anciens, mais qui sont aujourd'hui les brevets et BPGEPS, ce qu'on appelle les brevets professionnels de la jeunesse, l'éducation populaire, sport, toute spécialité. Donc, voilà. Ensuite, des DEGEPS, diplôme d'État, pareil, de la jeunesse, donc DEGEPS, et DES-GEPS, c'est pareil, donc c'est, on va dire, plutôt chef de projet, voilà. Et que si parfois ces diplômés se sentent pas forcément à l'aise, parce que normalement, on est censé, une fois qu'on est diplômé, enseigner à tous les publics, mais s'il y avait besoin d'un rappel, d'une piqûre de rappel, il y a le certificat complémentaire d'accompagnement et d'inclusion des personnes en situation. Effectivement, les prérequis, c'est d'être déjà diplômé professionnellement, et c'est l'État qui fait cette formation, et ça se fait dans les CREPS, d'accord, aujourd'hui, qui sont rattachés aux collectivités territoriales. En revanche, si je suis dans mon association, alors j'ai oublié le CQP aussi qui est valable, donc qui est un diplôme de branche professionnelle. Voilà. Mais si je suis dans mon association, effectivement, je peux être en mesure d'accueillir avec un brevet d'animateur fédéral. Et je rappelle quand même qu'un bénévole ne peut pas être rémunéré pour, on va dire, ce qu'il fait au sein de l'association. Donc, ce qui fait la différence entre, voilà, seuls peuvent être rémunérés ceux qui ont un diplôme professionnel. Donc, si on est un diplôme qui est non professionnel, donc un BAF, on va enseigner contre non-rémunération. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc, ça veut dire que je peux, mais c'est sous condition. En revanche, je crois qu'il ne faut pas faire l'économie d'avoir un minimum de formation et de connaissances par rapport au public qu'on accueille au sein de son association. Voilà. Alors, on va passer donc à l'auxiliaire de vie associatif, qui est donc, on va dire, une idée. Enfin, l'historique, c'est que ça nous vient d'aller plus haut des Hauts-de-France, donc du côté de, donc c'est du Pas-de-Calais, si je dis bien, et donc chez notre toujours élu Laurence Munoz, qui est donc élu au conseil d'administration. Et je ne connais pas la terminologie de sa fonction exactement, mais Sophie va m'aider peut-être à le rappeler. Mais l'idée, c'est d'avoir en fait une aide pratique à la vie. Et donc, nous, on avait pensé un déploiement du dispositif des auxiliaires de vie associative de cette manière-là, puisqu'on a obtenu une subvention. Donc, on avait un programme donc, qui était les auxiliaires de vie
qui étaient menées donc, sur le national, donc, y compris moi, donc, au niveau ce qu'on appelle la formation des dirigeants, ceux qui ont subi les formations à Boulouris, à Strasbourg et à La Roche-sur-Yon. Ben, effectivement, j'ai expliqué à chaque fois, essayé de former les dirigeants voilà, comment dire, au même titre que vous avez eu ces connaissances plus haut. Voilà, en fait, à quoi consistait le dispositif et quelle était la formation, les connaissances nécessaires en tant que personne ressource territoriale voulant développer la pratique au sein d'un public en situation de handicap, qu'est-ce qu'il fallait être en mesure de connaître et de savoir pour pouvoir développer et aider nos associations à, comment dire, former des référents associatifs au sein des associations qui sont en mesure aussi d'aller chercher, on va dire, des auxiliaires de vie associative qui sont bien sûr des aides à la pratique handivalide. D'accord. Donc, en fait, on a pensé, le national forme un peu les personnes ressources territoriales au niveau de la région. Ces personnes ressources territoriales au niveau de la région forment un petit peu des personnes au niveau départemental, d'accord, et les départements qui sont la proximité aux associations font une formation en fait avec des référents associatifs. Ça a été pensé comme ça au niveau de l'association, et ces référents associatifs voilà, sont en train de recruter ou de former des auxiliaires de vie associative. Alors, aujourd'hui, les cartes sont rebattues, c'est-à-dire qu'on pourrait penser que moi, au national, je puisse former, effectivement, s'il y en a sur une visio des auxiliaires de vie associative qui sont intéressés, pourquoi pas, ou des référents associatifs, ou des personnes territoriales en région, ou départementales. Donc aujourd'hui, on peut envisager tous les cas de figure. Voilà, ce n'est pas interdit, mais ça a été pensé que dans un premier temps comme ça, pour se lancer. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parfois sauté des strates et fait en direct sur des référents associatifs ou des auxiliaires de vie associative aussi. Et bon, je voulais aussi dire là-dessus qu'on avait aussi dans chaque région, normalement, bon, aujourd'hui on a sur PACA, sur Île-de-France, sur la Bretagne, j'en oublie une, sur l'Île-de-France, et normalement on devrait avoir sur Centre-Val-de-Loire et peut-être les Hauts-de-France, donc avec la C droite 3 des STAPS, donc un jeune stagiaire ou un contrat, enfin d'alternance, un contrat d'apprentissage, un jeune étudiant en Master 2 APA qui va être aussi en charge de développer ce dispositif, entre autres. Voilà, donc l'idée, effectivement, donc c'est l'AVA, c'est un accompagnement de qualité, d'accueil de qualité pour la personne en situation de handicap fragilisée au sein de l'association, mais parfois aussi au sein de la structure, on va dire, médico-sociale qu'on va aller démarcher par rapport à une convention qu'on peut établir. Ça va être aussi un accompagnement, je dirais, de l'éducateur, de l'animateur bénévole aussi, puisqu'il va être là en soutien, voilà, et que quand on sait très bien quand on est en face à face pédagogique avec un public, ben, c'est toujours délicat de s'arrêter, donc il sera là en relais pour reformuler les consignes, pour aider, etc. Et effectivement, c'est un plus pour l'association puisqu'elle s'affiche voilà, comme ayant un accompagnant, un aidant, un facilitateur, je dirais, par rapport à l'accueil de ces personnes en situation de handicap au niveau de l'association. Voilà, donc l'AVA, pourquoi ? Pour permettre à la personne en situation de handicap d'accomplir les gestes qu'elle ne pourrait pas faire seule, mais également pour l'encourager dans ses progrès en respectant l'autonomie de celle-ci. Donc ça coule de source, mais voilà, on souhaite en fait accompagner et encourager les progrès de la personne. Faciliter l'inclusion au sein d'une pratique mixte dans l'association. Voilà, c'est ce que je disais, c'est l'aide permanente, soit quand l'éducateur fait son cours pour reformuler, pas gêner les autres et de façon, voilà, épauler l'éducateur, l'animateur. Et effectivement, quelque chose qu'on oublie souvent, rassurer les parents, puisque les parents disent il y a un éducateur, en plus il y a une auxiliaire de vie associative qui est là, qui prend en charge. Donc je peux laisser en toute sécurité mon gamin ou mon jeune ado ou mon adulte. Voilà, et donc je sais qu'il sera pris en charge convenablement. Voilà, alors je crois que si on cherche un auxiliaire de vie associative, il faut être aussi dans la valorisation. Donc je crois que dans la recherche du bénévole, il faut que voilà, on s'adresse à des jeunes qui recherchent des actions qui ont du sens. Voilà. Et je pense que là, être dans cette situation, ça a du sens puisque, on va être une personne rassurante
qui va sécuriser, bien sûr, la personne en situation de handicap et l'aider à socialiser. Donc, c'est quand même valorisant pour le jeune. On peut être aussi, déjà avoir un lien avec l'éducateur, l'animateur, donc déjà comprendre un petit peu, si on veut, on va dire ensuite, peut-être passer un diplôme fédéral d'animateur, c'est déjà un premier pas dans qu'est-ce qu'est l'enseignement au niveau d'une association. Peut-être que voilà, c'est favoriser les réussites des personnes en situation de handicap, être confronté à une différence et la dépasser. Et bien sûr, je crois qu'il y a peut-être aussi, nous, quelque chose à voir. Et je sais que Sophie et Laurence sont sensibles à ça pour une attestation fédérale délivrée par la FSCF. Voilà, pour le jeune qui s'investit et qui est le bénévole en termes d'auxiliaire de vie associative. Je pense qu'aussi, ça, c'est une valorisation. Voilà. Donc, l'AVA, à quelle limite? Bien sûr, les AVA n'ont pas vocation à se substituer, bien sûr, aux professionnels de l'éducation comme animateur, un BAF ou un éducateur ou un enseignant, APA, etc., ou un entraîneur. Voilà. Et ce n'est pas non plus un médecin ni un infirmier, donc qui ne sont pas de la profession du soin. Donc, voilà, l'AVA, c'est simplement un bénévole qui est un facilitateur qui apporte une aide humaine à la pratique sportive et culturelle au sein de nos associations. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Par contre, je crois qu'il faut avoir une information, une sensibilisation. Alors, j'allais dire une formation. Alors, ce n'est pas diplômante, mais si, je pense qu'on peut utiliser le terme de formation, au moins le connaissance minimum par rapport aux typologies de handicap, parce qu'il faut être armé pour pouvoir accueillir aussi, si on veut bien accueillir. Voilà. Le profil de l'AVA, c'est avoir au moins 16 ans, être volontaire. On le comprend bien, être dans de bonnes dispositions psychologiques. Voilà, surtout si on s'adresse à un handicap psychique, donc il faut soi-même être dans de bonnes dispositions pour pouvoir aider celui qui est plus en difficulté. Pour avoir des capacités organisationnelles, relationnelles et d'adaptabilité, c'est aussi, voilà, ça coule de source. Mais encore, il faut dire accepter de travailler en équipe, puisque si on va dans des ES, MS, et bien effectivement, et qu'on est AVA ou qu'on soit éducateur, animateur, on aura en face une équipe voilà, qui soit d'éducateurs spécialisés ou qui est en charge on va dire, d'encadrer ces personnes en situation de handicap au sein de l'établissement. Donc, il y aura bien des échanges. Et il fait effectivement être un facilitateur ou un aidant qui ne requiert pas une qualification médicale ou paramédicale. Voilà. Donc ça, c'est le profil de l'AVA qui est indiqué dans cette personne qui est bénévole et qui est aidant à cette pratique. Voilà. Alors, comment aller chercher des AVA, développer ces bénévoles? C'est bien sûr des mobilisations lors des journées d'information à l'association ou au sein de différentes sources de bénévolat, bien sûr. Démarcher les lycées parce que les jeunes voilà, de 16 ans et plus, c'est plutôt là qu'on va les trouver. Et donc, ensuite, ça peut être aussi… Alors, on ne va pas s'empêcher de prendre quelqu'un qui est un jeune retraité et qui veut donner de son temps. Donc là, bien sûr, c'est 16 jusqu'à l'âge où la personne voilà, est en capacité de faire. Donc voilà, accompagner des bénévoles par une formation, donc une connaissance sur leur rôle et posture, c'est un peu ce que j'ai proposé au travers ce PowerPoint. Et je pense que c'est, à mon avis, le minimum qui est requis pour pouvoir être en mesure d'accueillir et de comprendre et de pouvoir aller plus loin. Voilà. Donc, valoriser la complémentarité du vecteur, donc éducateur, animateur ou AVA, puisqu'il y a quand même une complémentarité sur le plan pédagogique. Voilà, on voit bien qu'il y a un éducateur qui va donner la consigne, etc., le geste, mais l'AVA va être là pour reprendre la consigne, pour aider, pour permettre cette réalisation du geste et d'encourager les progrès ou de ramasser une balle parfois pour la redonner, parce que si on joue, parfois la mobilité de la personne sans handicap n'est pas correcte et donc ça va prendre plus de temps, donc ça va lui permettre de passer plus de temps à jouer et donc de pouvoir être plus, on va dire, enchanté par sa pratique. Voilà, et donc effectivement, ça peut être aussi l'expérience acquise en vue d'une formation future. Et bien sûr, il faudrait bien évidemment que l'AVA qui est bénévole, qu'il y ait bien une prise en charge de sa licence assurance. Alors, licence, c'est bien sûr le droit de participer à la vie associative au sein de la fédération, puisque la licence est un titre de participation. Voilà, et qui permet de participer, d'être dirigeant, de se former à la vie associative, de pouvoir accéder à des formations fédérales. Donc, ça me paraît très intéressant pour le jeune, c'est un plus.
et une assurance, puisqu'effectivement, il va être en situation de bénévole au sein d'une association. Et je crois que la moindre chose, le risque zéro n'existe pas, mais il faut être en capacité d'assurer ce bénévole, voilà, comme en responsabilité, comme tous les dirigeants sont assurés au sein d'une association. Voilà. Alors, quel est le bénéfice pour une association? Pourquoi accueillir? Effectivement, on a un argumentaire. Voilà, je peux augmenter le nombre de licenciés dans mon association. Je peux prétendre à de nouvelles demandes de subventions. On l'a vu avec ESMS, avec le PSF aussi, avec le conseil régional, avec différents organismes. Je peux aussi permettre de fédérer au sein de mon association, puisque le fait d'accueillir des personnes en situation de handicap, parfois, ça devient aussi une personne qui catalyse, qui est un peu fédératrice, où il y a une solidarité qui se développe au sein de l'association, et ça me paraît très intéressant. Et puis, j'apporte une visibilité de l'association vers l'extérieur quand même, et une visibilité qui est plutôt, pour moi, noble. Et et aussi on ouvre la voie du sport santé aux personnes en situation de handicap, donc ce qui me paraît très intéressant aussi. Voilà. Et effectivement, on a l'APA CISA CDUP qui peut accompagner cette expérience, mais vous avez aussi dans votre région, au-dessus du moins le cadre technique que je suis pour vous aider si vous êtes intéressé. Et deuxième temps, vous avez aussi dans chaque région, un agent de développement ou peut-être bientôt un préposé Master 2 STAPS qui sera en contrat d'apprentissage en alternance au sein de chaque région. Voilà, alors un outil de référencement qui est le HandiGuide des sports. Et donc, on espère que là, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Donc voilà, vous voyez l'écran, vous voyez, je pense, oui, non? Oui, c'est bon. Il faut arrêter le voilà, partage. donc je fais inscrire une structure parce qu'on va quand même balayer, c'est important rapidement de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, je suis une association, vous voyez, ouverte à toutes. Ensuite, vous avez le nom de votre structure à indiquer, vous voyez. Vous avez donc le logo de votre association à mettre. Et donc, si on va plus loin, une activité proposée, vous mettez l'activité que vous proposez. Vous mettez votre fédération, vous tapez le 408, ça va plus vite, c'est le code de la fédération sportive et culturelle. D'accord, vous faites une petite description de votre activité et vous recherchez quel type de handicap. Et c'est là que je vous disais que c'est important d'avoir cette formation, cette connaissance. Vous êtes obligé de vous positionner sur un handicap puisque c'est obligatoire. Il y a un astérix et donc vous devez répondre handicap moteur, auditif, psychique. D'accord, quel type d'handicap vous souhaitez accueillir. Donc effectivement, et donc en balayant très vite. Donc voilà, donc vous avez combien les jours de la semaine, le matin, les soirs, quel type d'enfant. Donc vous avez, est-ce que vous pratiquez ensemble ou, voyez. Donc il y a tout qui est indiqué. Donc c'est très intéressant. Donc il faut aller jusqu'au bout puisque après on vous demande votre adresse, le lieu, tout est indiqué. Donc dès qu'il y a un astérix, c'est un renseignement qui est obligatoire. L'adresse mail, et donc une fois que vous avez vu, vous mettez le nom de votre structure, le numéro de téléphone et donc l'adresse mail qui est obligatoire. Pour que vous soyez ici, création d'un compte, donc il faut d'abord créer un compte, ensuite bien sûr remplir et vous recevez un mail dans votre boîte aux lettres et il faut valider, d'accord, donc le lien qui va vous être envoyé pour que votre association soit réellement inscrite, d'accord. Et à partir du moment où vous êtes inscrit, vous recevez de fait du CESH, qui est le Centre d'expertise du sport handicap, toutes les infolettres sur le handicap, donc tout un type de renseignements sur les différents types de handicap, sur le juridique, et différentes connaissances on va dire, qui sont en lien avec les personnes en situation de handicap ou avec des subventions, etc. Donc, c'est très intéressant aussi, voilà. Donc, juste pour vous dire que c'est quand même aussi une nécessité si on demande une subvention au PSF
donc c'est-à-dire au projet sportif fédéral qui va bientôt démarrer aux alentours, je crois, du 20 mars jusqu'à peu près 20 avril, à peu près mi-mars, mi-avril, je dirais. Donc, c'est pour bientôt. Donc, si on demande une subvention qui est orientée sur le handicap et sur ce public-là, il faudra être inscrit au Handi-Guide des sports. Voilà. Donc, ça fera partie d'une demande et d'une vérification de l'ANS là-dessus. Voilà, donc je reviens sur mon écran. Alors, je ne sais pas, j'ai disparu. Voilà. Voilà, donc important de s'y inscrire. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous voyez mon écran? Ça prend un peu de temps. Voilà. Et le deuxième fichier que je voulais vous faire découvrir, c'est le fichier national des établissements sanitaires et sociaux pour démarcher. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, bien sûr, j'accepte la licence. On prend une région, je vais prendre au hasard, je vais dire, allez, Auvergne-Rhône-Alpes, le premier, le département l'Isère, la commune Bourgoin-Jallieu, parce que je sais qu'il y a un club là-bas, FSCF. Gérard, Voilà. Gérard, on est toujours sur le PowerPoint, là, on ne voit pas ton site. On est toujours sur le PowerPoint. Alors, d'accord. Alors, peut-être qu'il faut que je partage l'écran. Là, voilà. Alors, je vais vous partager l'écran, ça va aller vite. Donc, je disais, je prends donc l'Isère, le 38, je valide. Je prends la commune Bourgoin-Jallieu. Donc, pour que vous ayez la démonstration, je ne le vois pas. Pourquoi il n'est pas là? Donc, j'ai été trop vite. Voilà, Jallieu. Voilà. Ajouter dans la liste. Chercher. Voilà, et donc j'ai abouti à un résultat qui me donne voilà, tout maison d'enfants à caractère social. Donc voilà, donc j'ai plusieurs points. Donc je sais qu'en bas, normalement, je peux faire suivant. Donc voilà, j'ai un centre pas intéressant pour moi, donc des EHPAD. Donc voilà, donc je peux démarcher. Voilà un ESAT, un service d'aide par le travail. Donc là, je suis dans le cas de figure de la fameuse. Donc je sais, j'habite Bourgoin-Jallieu, je suis à la fraternelle de Bourgoin-Jallieu. Donc je veux investir les établissements et faire une convention. Voilà, je peux proposer cet établissement, il rentre dedans. Voilà, et il y en a d'autres. Donc, un foyer d'hébergement adulte, ça marche aussi. Un foyer médicalisé d'handicapés, ça marche aussi. Donc, j'ai plusieurs adresses, c'est-à-dire que je suis en capacité moi-même d'aller directement prendre rendez-vous, demander un rendez-vous avec la directrice du centre et de lui expliquer mon association et que je suis prêt à mettre à disposition un professionnel. Et là, je dis bien, j'entends bien, c'est un professionnel qu'il faut parce qu'il faudrait qu'il soit diplômé. Donc, voilà, pour faire découvrir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, soit seul, soit avec le CPSF, d'accord, de faire cette convention tripartite avec le CPSF, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas aller chercher cette subvention. Et donc, si après, bon, je souhaite seul le faire et développer autour de mon club avec plusieurs intervenants, conventionnant, bien sûr, en indiquant donnant, un tarif, etc., bien sûr. Et dans un premier temps, peut-être faire découvrir, mais après, je pense qu'il faut que le modèle économique soit viable. Voilà. Donc, juste pour que vous compreniez l'intérêt, voilà. Alors, je ne sais pas si je suis vous dans le partage ou pas? Non. Je ne sais pas, moi, je ne peux plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, on te voit, toi. Ah, je ne suis pas la bonne. On était plutôt par là. Voilà, on était arrivé à la fin. Et il est 21h03, heureusement. Voilà. Et donc, après ça, j'étais dans les questions. Voilà. Et donc, désolé d'avoir été un peu long. Voilà. Mais on est dans les questions. Il y a des références. Voilà. Voilà. Vous aurez le PowerPoint, ne vous inquiétez pas. Voilà.
Donc, écoutez, la parole est à vous. Vous pouvez commenter, hein, il n'y a pas d'obligation. Est-ce que ça vous a paru intéressant? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Ça a déclenché des remarques particulières chez vous? Gérard, Oui. par rapport à la question qui est posée dans le chat, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, il y a quelques questions. En ce qui concerne l'accompagnement de la sclérose en plaques, par exemple, si vous avez affaire à des publics qui ont une pathologie spécifique, il est assez utile de se rapprocher d'un environnement qui connaît la pathologie pour proposer une sensibilisation sur ce public-là. On ne sera jamais expert de tous les publics et de tous les handicaps. Hein, ce n'est pas un métier. Donc, peut-être que le plus adroit, parce que c'est vrai que le comité régional, le comité départemental ne va pas non plus vous faire découvrir les difficultés d'une personne atteinte d'une sclérose en plaques. Donc, moi, je serais plutôt d'avis dans ce cas-là, et je parle aussi aux deux stagiaires qui sont présents, Hugo et Baptiste, merci d'être présents, de peut-être conseiller à l'association bien les aider à se rapprocher de l'environnement le plus proche qui pourrait les sensibiliser à cette maladie. On ne peut pas dire que d'une seule traite comme ça, dans tous les clubs où il y a des auxiliaires de vie associative, on va pouvoir former. Hein. Quand les personnes sont atteintes d'un cancer, il y a d'autres spécificités. Et la FSCF n'a pas vocation à remplacer les médecins, à mon sens. Donc, oui, une sensibilisation. Et puis là, en fait, Anne-Sophie, c'est ça. Vous avez les AVA avant, c'est-à-dire que c'est vrai que vous avez déjà recruté vos AVA. La démarche qu'on a entreprise avec les stagiaires, c'est plutôt d'essayer d'aller chercher des AVA. Donc, c'est une question qui arrive un peu en deuxième temps. Donc, vous êtes en avance, je pense. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu plus à la question. Oui. D'accord. Allez-y, hein. Prenez la parole, ne soyez pas timide. Moi, je veux bien vous partager mon expérience, si vous voulez. Oui. Donc, Betty de l'association de Twirling La Parisienne. J'ai voulu m'ouvrir à un public en situation de handicap, ça fait plusieurs années. On s'était rencontrés, Sophie, je ne sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs années en arrière. Je ne suis pas du tout diplômée. Diplômée par rapport à un public en situation de handicap. Donc, on propose du twirling dans mon association. Et du coup, par le hasard des rencontres, j'ai rencontré une présidente d'association Les Alpes qui accueille des adultes en situation de handicap mental léger. Et donc, pour me rassurer, je suis allée dans sa structure pendant une année. J'y allais 1 heure toutes les 2 semaines. Et du coup, je leur faisais une petite initiation au twirling. Ça a permis de voir que ça leur plaisait vachement, que moi, ça m'a rassurée sur mes compétences et ma capacité à les encadrer. L'année suivante, j'ai proposé que ce soit eux qui viennent dans mon association, et donc ils sont depuis l'essentiel de mon association. Et donc, est née la section de twirling adaptée, où au début, j'avais vraiment préféré faire une section à part. Et puis, dans ma réflexion, je me suis dit que c'était dommage de ne pas pousser plus loin l'inclusion. Et donc, depuis cette année, on a une section non plus de twirling adapté, mais twirling inclusif, avec des adultes en situation de handicap, avec ou sans handicap, en fait. J'ai ouvert le groupe à d'autres adultes. Et donc, maintenant, j'ai un groupe de 15 personnes, avec dedans 2 aides-monitrices. Donc, qui ont 14 et 15 ans toutes les deux. Et c'est vraiment super chouette comme expérience. Je trouve qu'il ne faut pas non plus se sentir limité par le fait qu'on n'est pas archi-diplômé. Pour moi, il faut vraiment voir les qualités humaines. Comme tu disais, Gérard, il faut de l'empathie, il faut de la bienveillance, de la patience. Et du coup, ça me fait beaucoup travailler sur moi. Donc, c'est très, très bien. C'est très chouette aussi. Ça nous apprend plein de choses humainement. C'est des personnes qui vont valoriser des choses qu'on ne fait plus. Enfin, je leur ai montré leur tenue pour le prochain truc qu'on organise. Il y en a qui se sont mis à pleurer, qui m'ont pris dans les bras. Enfin, c'est des choses, voilà, mes publics standards ne vont pas avoir les mêmes types de réactions. Ils s'encouragent mutuellement. Enfin, voilà, il y a des valeurs qu'ils apportent qui sont vraiment super chouettes. Et c'est juste pour encourager tout le monde à se lancer. Au final, on trouve toujours des solutions.
j'ai une personne qui est en situation de handicap un petit peu plus lourd, je ne me sentais pas de l'accompagner toute seule. Et du coup, on a trouvé la solution. La maman participe au cours et c'est elle qui le chapeaute un petit peu. Et voilà, au final, on s'adapte et je trouve que c'est une super expérience. Super. Vous avez dit l'essentiel. Hein. Beau témoignage, Betty. Merci. Et tous ceux qui veulent peuvent venir assister à un cours s'ils hésitent un petit peu. Petit message pour Christian, à se lancer. Venez voir un cours, franchement. Ça peut peut-être débloquer la motivation. Tu peux nous dire aussi... Tout à fait. Tu peux nous dire un mot sur le ressenti aussi des jeunes qui t'accompagnent, des 2 ados? Oui, alors des 2 ados, il y avait beaucoup d'appréhension au début, donc je débriefe à chaque fois, à chaque fin de cours. Puis elles étaient hyper timides, elles n'osaient pas, et du coup, elles se lâchent de plus en plus. Elles sont hyper contentes de les accompagner. Elles ont levé beaucoup de préjugés qu'elles avaient. Et puis, pour la petite anecdote aussi, du coup, cette section, j'en parle à tout mon groupe, toute mon association. Et du coup, j'ai de temps en temps des élèves qui ont souhaité venir spontanément comme ça. Donc, évidemment, je ne ferme pas les portes. Et j'ai une petite Manel qui a 9 ans qui est venue au dernier cours. Je lui ai donné aucune consigne. Je lui ai dit, Manel, tu fais comme tu veux, tu regardes, tu participes, tu m'aides, tu es mon assistante, c'est toi qui vois. Et elle s'est mise à accompagner Antoine, qui est justement l'adulte avec le handicap le plus lourd. Et spontanément, ils ont fait une espèce de binôme tous les deux. Elle est restée pendant tout le cours avec lui. Antoine était beaucoup plus concentré que d'habitude. Et Manel, qui est une petite fille qui est vachement renfermée, je l'ai vue vraiment souriante, prendre des initiatives. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Je pense que dans votre témoignage, il y a vraiment toutes les questions qui se posent autour de l'accompagnement, de quel type de handicap. Je ne me suis pas sentie, parce que c'est un handicap lourd, on a cherché une solution. À l'origine des auxiliaires de vie associative, c'était aussi l'idée de replacer l'humanité, la fraternité au centre, et effectivement de ne pas attendre d'être surdiplômé, d'avoir un véhicule adapté à tout prix pour transporter les personnes. Enfin, on se dit, il y a peut-être plus simple que ça, accueillir tout simplement la différence. Et d'ailleurs, certains clubs se sont étonnés qu'on fasse cette démarche, parce que spontanément, ils accueillaient déjà des personnes en situation de handicap et ils ne sentaient pas le besoin spécialement de le dire ou de s'en vanter. Donc, on a bien tout ce bon sens. Et c'est vrai que ça dépend du handicap. Il faut faire attention quand effectivement il y a du danger. Alors, sur le handicap mental, moi, j'ai l'association Les Plus Hauts qui accueille du handicap mental. Les enfants en situation d'autisme sont à prendre en considération individuellement en fonction du niveau de communication possible. Et ce n'est pas toujours évident de confier un enfant dont l'autisme est sévère à un autre jeune du même âge pour lui donner des consignes. Donc, parfois, ça ne suffit pas. Mais très franchement, le bon sens que vous avez mis en place montre la réussite de l'inclusion, et c'est vraiment enthousiasmant. C'est très chouette. Il y a peut-être d'autres témoignages? Mais à la Cambronnaise, là, c'est Anne-Sophie, c'est ça? Vous dites avoir recruté des AVA, c'est dans quel but, quel projet? Vous m'entendez? Oui. Ouais. En fait, c'est Anne-Hélène de la Cambronnaise. Anne-Hélène, pardon. Oui. Alors, pour recadrer, donc, nous, à la Cambro, depuis 2009, on travaille en partenariat avec un ESAT. Déjà, donc, c'est des personnes traumatisées crâniennes. Et donc, moi, je suis animatrice, en fait. Du coup, j'anime 2 cours par semaine. Et depuis 3 ans, ma collègue Emma, qui est arrivée, elle était formée sur la sclérose en plaques. Elle anime 2 cours avec des personnes atteintes de sclérose en plaques. Et en début d'année, là, cette année, donc après le confinement, parce qu'on n'avait pas arrêté du coup pour eux, et elle s'est retrouvée avec beaucoup de demandes, du coup beaucoup de personnes, dont des personnes qui avaient vraiment du mal à se déplacer, du genre même des grosses difficultés pour se garer dans la rue, du coup il fallait quelqu'un pour les accompagner. Et on a fait appel dans nos sections, en fait, sur nos autres adhérents, pour voir s'il y avait du monde qui pouvait venir l'aider, mais sur le déplacement, en fait, venir chercher les gens pour les sortir de leur voiture, ou du Proxitane, c'est le bus qui les accompagne, les accompagner dans la salle, les aider à se changer, et puis rester avec eux sur la séance pour tenir le ballon s'il faut, ou aider à se relever de la chaise et tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si on peut dire que c'est des AVA,
Mais en tout cas, c'est des personnes bénévoles qui viennent. Donc, la moyenne d'âge est un petit peu élevée parce que forcément, c'est des gens qui sont disponibles en journée parce que nos cours sont en journée. Et voilà. Du coup, ça, c'est... Moi, c'est complètement des AVA. Ouais. Voilà, c'est ça, mais ils n'ont pas eu de formation. C'est juste ma collègue Emma qui est formée sur la SEB. Elle les a un petit peu rencardés au début. Elle leur a donné des infos importantes, quoi. Et du coup, ça se passe hyper bien depuis. Et les personnes qui aident, elles nous prennent ça pour rien au monde. Elles étaient même déçues le jour où ma collègue était malade. Ah, ben mince, on ne va pas pouvoir aider aujourd'hui. Voilà. Donc, ça se passe plutôt bien. Oui, en fait, on a prononcé plusieurs fois le mot formation dans ton chat aussi, mais il s'agit au niveau des AVA, pour nous, l'approche elle est plutôt d'informer. Ouais. Pour justement, comme le disait Betty, il faut qu'ils appréhendent un petit peu que ce public est différent. Donc, il faut, je pense, leur donner les premières explications sur les différences de handicap, un petit peu avoir les bons gestes aussi, la bienveillance, même si elle est naturelle, voilà, valoriser cette bienveillance, valoriser aussi l'encouragement aux personnes. Et aussi poser quelques limites. Hein. Tu disais que, par exemple, il les aidait à s'habiller. Voilà, on sait qu'il peut y avoir des problèmes dans les vestiaires de nos jours. On est bien informé sur ces sujets. Donc, c'est juste rappeler que voilà, il y a des limites personnelles, physiques à ne pas dépasser. C'est plus de l'information, en fait, que de la formation. C'est pour qu'ils ne se sentent pas désemparés, comme disait Betty, devant ces personnes dont ils ne connaissent pas les réactions. Ouais, je ne sais pas. Moi, je pense qu'on peut les appeler des AVA. C'est des AVA. Parce oui. Permettent il n'y a pas d'âge. Hein. Donc après, c'est vrai que ce que dit Sophie est vrai, c'est qu'il faut, alors on joue sur les termes, parce qu'une formation, ça débouche sur une certification, et qu'effectivement, on n'a pas une certification. Si on est un AVA, on va avoir une attestation. Mais à l'arrivée, je pense qu'avoir toutes ces connaissances des différents handicaps, et là, la sclérose en plaques, c'est une atteinte c'est l'influx nerveux, voilà. Donc, il y a plusieurs degrés aussi d'atteinte en fonction on va dire d'un patient à un autre, ça évolue différemment et ça se manifeste différemment. Donc, voilà, mais bien évidemment, je pense que si on n'a pas les données, ou si on n'a pas le contact avec la famille qui nous explique quelles sont sa réaction, quelles sont ses difficultés, voilà, s'il y a une fatigabilité, voilà, toutes ces choses-là, on les apprend en lien avec soit la famille ou soit la personne qui est la plus proche qui va accompagner, mais il faut prendre ces informations. Donc, on va dire c'est du bon sens. Et une fois qu'on les a, il faut surtout être progressif, y aller tout doucement, voilà. Et moi, j'ai eu les bonnes expériences d'avoir en lutte des gens atteints de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire qui tremblaient énormément. Mais quand on les voyait en lutte, on n'avait plus l'impression qu'ils tremblaient, quoi. C'était incroyable. Donc, autant ils étaient assis sur une chaise et on les voyait, ils ne pouvaient pas. Et dès qu'ils étaient, comme parce qu'il y avait des schémas moteurs, ça avait été des anciens pratiquants de sport de combat, et qu'il y avait des schémas moteurs qui étaient enregistrés. Et quand ils faisaient une action, on disait, tiens, il est normal. Et dans l'instant après, dès qu'il n'était pas en action, il était. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est connaître la personne, connaître son passif et voilà, et être surtout voilà, y aller progressivement et petit à petit voilà. Et je rejoins tout à fait Betty sur son analyse, c'est du bon sens. Alors, ce qu'il faut, c'est que on est obligé d'informer un jeune un minimum. Voilà, ça, je pense que de l'informer, de le sensibiliser. J'irais même dire, je prononcerai le mot de formation quelque part. Parce qu'on a une formation sport handicap au sein de la FSCF avec format. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter si à un moment donné de se former là-dessus et que le club peut-être prenne en charge cette formation pour le jeune qui souhaite s'investir là-dedans. Je pense que ça fait partie aussi de s'armer. Un club doit être en capacité d'accueillir, d'aller à l'extérieur, de proposer une offre. Et je pense que ce n'est pas une formation qui est pas excessivement onéreuse. Et je crois que ça fait partie de la vie associative. Voilà. Pour compléter les dispositifs, vous pouvez peut-être prendre aussi un stagiaire. C'est le cas des stagiaires qu'on a recrutés en master, mais il y a aussi les niveaux licence, puisque tout à l'heure, tu as omis, Gérard, les
Oui. les STAPS activités physiques adaptées. Oui, alors, tout à fait. Il y a les APA en licence et niveau master, et ça peut vous permettre de démarrer peut-être une initiative pendant 1 ou 2 ans et voir si ça fonctionne, si ça colle. Ça vous permet de ne pas prendre trop de risques, entre guillemets. Donc ça, je peux vous renseigner sur les STAPS. Voilà. Licence STAPS et master, mais effectivement, ils ont l'équivalence, ils ont une carte d'éducateur voilà, sportif. D'office, il suffit qu'ils la demandent alors des directions, plus des services départementaux de l'éducation nationale maintenant. Voilà. Donc, ils la demandent et ils l'obtiennent. Voilà. Donc, après, en revanche, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est dès qu'on démarche dans un établissement médico-social à l'extérieur de l'association, il faut quelqu'un qui soit diplômé, CQP, BP, licence, STAPS, master avec une carte d'éducateur sportif, afin qu'il soit enregistré, que vous soyez dans les règles, et là, il n'y a pas de problème. Dans le club, on peut. Voilà, c'est à partir du moment où il est bénévole, mais ne faites pas l'économie quand même de le former. Voilà, minimum, ne pas le laisser votre brevet d'animateur fédéral seul. Voilà, donc il faut, je pense qu'il va y avoir d'autres associations qui déjà prendre contact, j'irai avec Betty qui sont sur Paris pour voir comment ça marche, comment elle fait, pas hésiter à se déplacer. Voilà, et ensuite, voilà, franchir le cap tranquillement. Ça sera, à mon avis, un plus pour l'association en termes de visibilité et même d'ambiance à l'intérieur de l'association. Vous êtes un certain nombre à être venus pour ce webinaire, vous y trouviez de l'intérêt, vous avez reçu des informations, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez encore des zones d'ombre sûrement? Des projets. Des projets. Chez Frenier, par exemple. Pierre, vous accueillez déjà des personnes en situation de handicap? Alors malheureusement, non, et pas au niveau de notre club. Et enfin, c'est arrivé ponctuellement parce que c'était des frères et sœurs d'enfants qu'on avait à la gym et ils ont suivi en tant que frères et sœurs. C'était pas, on ne s'est pas dirigé vers des établissements où on n'a pas affiché qu'on accueillait des enfants handicapés ou en situation de handicap, mais on a eu des accidentés. Je me souviens d'un jeune qui avait une prothèse de jambe, qui faisait de la gym, qui était rigolo parce qu'il enlevait sa prothèse. Ça ne lui posait aucun problème. Il dévissait, enfin, il enlevait la prothèse pour faire certains mouvements de gym. Et ça passait très, très bien. Ça s'est bien passé. Non, c'est plus en tant que responsable au niveau départemental, on essaye de relayer et d'informer les associations qui voudraient se lancer dans cet accueil. C'est pas simple, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de freins parce que, comme on disait, il faut les éducateurs souvent ils sont en théorie formés pour tout public, mais ils se sentent pas capables, à tort ou à raison, hein, je sais pas, mais d'accueillir des personnes avec des troubles, quels qu'ils soient. Et puis donc, il y a le frein de la formation. En fait, il y a des peurs, hein, des réticences d'avoir des accidents, de ne pas savoir comment faire, etc. Donc, on se renseigne plus pour accompagner les associations qui souhaiteraient le faire et pouvoir répondre à leurs questions, hein, en tant qu'intermédiaire vis-à-vis de la fédération. Vous avez Baptiste Meunier qui est Oui, ben justement, je l'ai rencontré en visio hier matin. Et voilà, on a relayé le message qu'il nous avait fait passer. Et puis, voilà, on a fait un peu connaissance, oui. C'est sa mission. Hein. Exactement. Ah, je l'entends. Non, c'est...
c'est difficile, je trouve, même pour nous au niveau du conseil d'administration de lancer ces projets-là. C'est pas simple. Et pourtant, individuellement, on a eu des enfants trisomiques, on a eu des malentendants, on a eu dans les compétitions, que ce soit gym ou GRS, parce qu'on a essentiellement, c'est ce qu'on a en Essonne, ça n'a jamais posé de problème. Mais mettre en place vraiment et l'afficher, ça pose problème. Alors bon, on y travaille, hein. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Vous pouvez avoir des mesures incitatives au niveau du comité départemental en valorisant, par exemple, les associations qui se sont, qui se sont montrées, je dirais, exemplaires ou en tout cas incitatives dans le dispositif, peut-être, sur une assemblée générale ou... Oui. Voilà. Bon, après, c'est vrai que le bras de levier, au niveau des départements, vous ne pouvez pas faire à la place des clubs, mais vous pouvez mettre en place aussi une sensibilisation au handicap pour faire connaître, dans le cadre de là où il y a déjà des gens qui sont déplacés, peut-être, soit sur une formation en parallèle d'un UFF, sur une manifestation. Il peut y avoir, pendant la compétition, une forme de sensibilisation dans les tribunes ou quelque chose comme ça. Des petites actions... mine de rien, souvent il y a des gens qui travaillent dans ces milieux éducatifs, des IME, des établissements médico-sociaux, et en fait ils ne mélangent pas ce qu'ils font professionnellement avec l'association. Oui, c'est ça. Oui. Alors qu'en fait, ils ont des compétences, ils ont aussi c'est attractif pour eux, et l'association, c'est à côté. Alors peut-être leur demander si c'est dans leur métier, s'ils veulent bien donner un coup de main ou quelque chose comme ça. Oui. Il n'y a pas de recette miracle. On en connaît, donc c'est vrai que c'est dommage de ne pas qu'elles ne mettent pas leurs compétences au service des associations. Alors, il y a d'autres personnes, Marie-France, par exemple, je ne sais pas, Marilyn, je vois Philippe, la goutte, je ne sais plus le prénom. Enfin, vous n'êtes pas obligé de vous exprimer. Marilyn, c'est ça, tu cherchais le prénom. Myriam aussi. Mais Myriam, tu as bien quelque chose à nous dire? Non, pas grand-chose. Non, je venais là moi aussi en tant que présidente de CD, donc pour voir s'il y avait des clubs qui envisageaient. Mais bon, voilà. Je pense que les CD, du coup, vous auriez peut-être besoin d'être accompagnés soit par les stagiaires comité régional pour savoir comment inciter les associations à jouer en fait votre rôle au niveau du CODEP et accompagner les associations. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut donner comme consigne à nos stagiaires à quoi niveau comité régional. Pardon, Gérard, je t'ai coupé. Non. Si la parole est libre, vous pouvez tous la prendre, mais si personne n'a plus rien à dire, je vais passer la parole à Sophie pour clôturer, qui est ton élue. Il faut à l'ouverture, c'est une élue, et à la fermeture, c'est aussi nul, la boucle est bouclée. Voilà, les mots de la fin pour Sophie, alors. Non, moi, je te remercie, Gérard, déjà pour ce travail. Je pense que c'est la première fois qu'on lançait ce webinaire sur le handicap. C'est un sujet assez vaste. Du coup, c'était très dense en 1 heure. Je pense qu'il faut rappeler simplement déjà se référer au guide du handicap. Il y a quand même beaucoup d'informations dedans. On l'a retravaillé il y a 3 ans. Rappeler que toi, tu es membre de la DTN, donc tu restes éventuellement à disposition pour répondre à d'autres questions ou aider justement dans le détail sur ces sujets pour les présidents de CD, présidents de CR ou présidents d'associations.
Et je pense qu'on aura l'occasion de refaire d'autres webinaires où on ira un petit peu plus lentement peut-être et expliquer chaque phase du dispositif. Voilà, et puis on remercie Betty aussi de son témoignage. Je pense que c'est assez encourageant et enthousiasmant. On voit qu'on peut faire des choses de façon simple, progressive surtout. Et qu'il ne faut pas, on voit aussi par le témoignage des 2 présidentes de CD que souvent les associations n'osent pas non plus, non pas se lancer, mais témoigner et montrer les actions qu'ils mènent déjà. Et ça, c'est sans doute une difficulté sur laquelle il faudra retravailler, ou qu'ils comprennent en fait qu'on ne doit être pas fier à se vanter de recevoir des personnes en situation de handicap, mais le faire savoir, c'est aussi le faire savoir aux familles autour de l'association, et se permettre à plus de personnes d'être informées que le club reçoit des personnes en situation de handicap, et donc accueillir plus de personnes qui n'ont pas facilement accès aux activités, qui s'interdisent elles-mêmes souvent aussi de franchir les portes des associations où il y a écrit sport, écrit en gros en haut, et ils se disent c'est pas pour nous, et en fait c'est pour eux aussi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à communiquer, à faire savoir, parce qu'on touchera plus de monde derrière. Et c'est le but. Merci Gérard. Merci Sophie. Merci à tous. Bonne fin de soirée à tous. Et comme a dit Sophie, faites-le savoir. Faites-le savoir. Merci, bonne soirée.